C'est la douche froide pour la gauche chilienne. Au soir du dimanche 4 septembre dernier, la proposition de nouvelle constitution, qui devait mettre fin à celle héritée de la dictature ultralibérale d'Augusto Pinochet, a été massivement rejetée par les électeurs chiliens. 61% de ceux qui se sont déplacés pour s'exprimer ont dit non. Si l'on pouvait présumer que cette nouvelle constitution, qui prévoyait par ailleurs de garantir des droits pour les populations indigènes ou encore d'y instaurer le droit à l'avortement, allait évidemment mobiliser la frange la plus conservatrice de la population chilienne, personne n'avait imaginé un rejet si catégorique. D'autant que la conjoncture politique, vue d'ici, en France, semblait au vert depuis l'élection de Gabriel Boric à la présidentielle de décembre dernier. Pendant que l'extrême droite jubile, que les conservateurs du pays se disent soulagés que trop de droits aux minorités ne se voient finalement pas gravés dans la Constitution, la gauche soupire. Gabriel Boric a déjà remanié son gouvernement et doit appréhender un nouveau processus constitutionnel qu'il devra rendre sans doute plus consensuel. Pour analyser tout ça et comprendre quelles perspectives peuvent s'offrir à la future constitution chilienne, nous nous sommes entretenus en visio avec le chercheur et spécialiste du Chili, Franck Godichaud, présent sur place. Bonjour Franck, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, en fait, très simplement, on ne s'attendait pas à un rejet aussi massif. Alors, dans un premier temps, comment vous expliquez le rejet et comment vous expliquez aussi que justement l'écart entre le oui et le non soit si large? Bon, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est une grande surprise, hein. Même si on voit les sondages qui étaient les plus pessimistes du point de vue d'une vague de rejet de la nouvelle constitution, aucun n'était arrivé à ce niveau de rejet. Donc là, on est dans des fourchettes très, très hautes. C'est une très grosse défaite pour ceux qui défendaient la nouvelle constitution. Et donc, évidemment, tout le monde est en train de se creuser la tête pour bien comprendre les éléments qui expliquent l'ampleur du rejet. Il y a plusieurs facteurs. D'une part, il y a une question qui n'explique pas tout, mais qui est importante, qu'il faut souligner quand même, c'est l'efficacité de la campagne qui a été menée par les secteurs conservateurs. N'oublions pas que dans ceux qui étaient pour le rejet, il y avait la droite et l'extrême droite, mais il y avait aussi une partie du centre politique qui a fait la campagne du rejet. Des secteurs de la démocratie chrétienne, de l'ancienne concertation, avec une consigne qui a été très habile de la part de la droite, qui historiquement a toujours refusé le processus constituant, qui a toujours défendu la constitution de Pinochet. Là, ils ont compris quand même le contexte, donc ils ont fait une campagne contre la constitution, ce texte-là, mais pour une nouvelle constitution. Donc, avec l'idée rejetée pour réformer. D'accord. Donc, déjà, tactiquement, c'était intelligent de leur part. Ils ont pu unifier bien au-delà des secteurs les plus durs de la droite. Sur la question médiatique, c'est vraiment, là, il n'y a pas de loi de régulation des médias pendant les campagnes électorales au Chili. Et c'était prévu, d'ailleurs, dans la nouvelle constitution. Malheureusement, ce n'est pas appliqué, donc. Et donc, il y a eu des centaines de milliers d'euros, même plus de 1 200 000 euros qui ont été déversés sur les médias pour alimenter une campagne d'hostilité au nouveau texte, mais aussi de fake news sur les réseaux sociaux, qui ont vraiment été très profondément dans la société. Quand on parle dans la rue avec les gens, c'est ce qui retiennent souvent, la question de la propriété, que les logements pourraient être expropriés. La question de la plurinationalité et des droits indigènes, comme quoi les droits indigènes deviendraient prioritaires sur ceux du citoyen, entre guillemets, lambda chilien. Il y avait un ensemble de fake news qui ont circulé, qui ont fait peur à une partie du corps électoral. Sur la question des retraites aussi, on est dans une société qui reste très néolibérale. Et l'idée qu'on passe d'un système de retraite de capitalisation à une retraite par répartition, pour beaucoup de gens, ça choque. Parce qu'avec l'idée qu'on ne va pas pouvoir faire hériter nos pensions à nos enfants, on ne va pas pouvoir accumuler son petit pécule. Et là-dessus, la droite et les conservateurs ont vraiment tapé dessus. Ouais. Et en face, la campagne du oui était assez faible, il faut le En dire. fait, de France, quand on lit Le Monde ou les différents quotidiens qui ont traité, qui ont parlé de cette défaite de la proposition de constitution, souvent ils parlent que l'extrême droite a axé sa campagne effectivement sur l'immigration, sur des thématiques comme l'immigration et justement l'élargissement des droits aux populations indigènes, le droit à l'avortement, etc. Mais en fait, effectivement, ils ont fait aussi une campagne sur toutes les réformes structurelles et économiques que la gauche prévoyait.
Oui, et bien d'autres aussi, hein. La question de l'avortement inscrit dans la Constitution, donc il y a toute une partie des électeurs catholiques et de l'Église qui étaient contre. Voilà, ça c'est un des éléments, mais je veux surtout pas résumer la défaite à ça, parce qu'évidemment, ça serait passé à côté. Il y a un vote sanction, c'est très clair que c'est une défaite politique du gouvernement Boric, et ça, je pense que ça n'a pas encore été vraiment assumé par le gouvernement. Il y a toute une partie de ceux qui ont voté Boric. Rappelons qu'il a été élu assez largement en deuxième tour face à l'extrême droite. Aujourd'hui, ont voté rejet très massivement. Donc, après 6 mois de mandat de ce gouvernement de centre-gauche, en coalition avec le Parti communiste, un gouvernement qui a très peu réformé, qui a très peu avancé sur ses promesses électorales centrales, qui n'a pas réussi à mettre en place la grande réforme fiscale qu'il avait prévue, qui n'a pas de majorité au Parlement, qui a gouverné au centre et en essayant de s'allier avec des bouts de l'ancien du Parti socialiste. Il y a aussi un élément important là-dedans. Un gouvernement qui était assez hésitant au moment aussi de faire la campagne pour la nouvelle constitution. Troisième élément, il faut rappeler qu'on est dans un contexte vraiment de crise ici, de très forte crise économique. L'inflation est en train de manger les salaires très rapidement. Les effets de la pandémie, le travail informel a explosé. Là, je suis à Santiago, enfin, je suis dans le sud de Chili en ce moment. On voit dans la rue vraiment du travail informel partout. Les gens essaient de survivre. Et donc, dans ce contexte-là, pour beaucoup, ce magnifique texte constitutionnel, il flottait à 2000 lieues au-dessus de leur tête. Et il n'y a pas eu cette capacité. Et ça, c'est aussi une critique que sont en train de faire une partie des mouvements sociaux qui étaient impliqués dans le texte, dans la Convention constitutionnelle, d'aller expliquer, faire du porte-à-porte, d'avoir la force territoriale de déploiement pour faire une contre-information et vraiment expliquer toutes les qualités du texte. Il y a eu de la participation, il y a eu des propositions d'initiatives populaires, mais ça n'a absolument pas suffi. Et là, il y a un élément qui est aussi lié à la crise de toutes les assemblées territoriales, les cabildos, qui étaient nés en octobre 2019 devant la Grande Rébellion, qui était la force du mouvement, qui ont vraiment perdu de l'énergie avec la pandémie, mais aussi avec cette tentative de réinstitutionnaliser la crise finalement. Et donc, c'est remonté dans les hautes sphères et dans la société, on n'a pas senti que c'était un texte au service de nouveaux droits fondamentaux. Justement, tu nous expliques très bien que ce référendum pour la nouvelle constitution était finalement, pour beaucoup de Chiliens, une préoccupation assez mineure. On regarde beaucoup les résultats du référendum, mais on n'a pas de chiffres concernant l'abstention, ou au moins le taux de participation. Oui, et ça, c'est un dernier élément, enfin pas un dernier, mais un élément de plus dans l'explication. Pour la première fois, on était dans un contexte de inscription automatique et vote obligatoire. C'est la première fois que c'est mis en place au Chili. Il faut rappeler qu'au cours des dernières élections, et depuis de nombreuses années, avec la grande crise de représentation que vit le système néolibéral chilien, il y avait des taux d'abstention de 50, 52, 53% aux élections nationales, qu'elles soient présidentielles ou législatives. Même pour le plébiscite d'entrée constitutionnelle, qui a validé l'idée qu'il fallait une nouvelle constitution, en finir avec la constitution de Pinochet, qui a été validée à plus de 78 et 80%. Il y avait un haut niveau d'abstention, c'est-à-dire beaucoup de gens ne se sont pas déplacés pour dire oui ou non à une nouvelle constitution, presque 50%. Là, on a eu un référendum de sortie avec vote obligatoire. Donc, le taux de participation était très haut, presque plus de 13 millions d'électeurs sur 15 millions d'électeurs potentiels. D'accord, oui. Et on a eu l'incorporation dans le vote de plus de 4 millions de nouveaux électeurs, abstentionnistes jusque-là, qui ont voté, selon les chiffres qu'on commence à avoir, très, très massivement pour le rejet, qui ne se sentent pas du tout inclus. Et donc, ce rejet, il est aussi très hétérogène, c'est ça qui est important. Ce n'est pas seulement un rejet aux côtés de la droite et de l'extrême droite, il y a un rejet du système dans son ensemble, il y a un rejet, on a du mal à vivre, il nous faut des meilleures conditions de travail. Voilà, c'est assez varié. Mais quand même, rajouter quelque chose, il y a une question de classe. Et là, toute la gauche doit vraiment faire une autocritique et penser qu'est-ce qui s'est passé. On commence vraiment à voir le détail par commune et donc aussi par secteur populaire. Les secteurs populaires ont voté très, très majoritairement rejet, parfois 70-75%, dans des zones complètement exclues du pays. C'est un rejet qui vient des campagnes, qui est loin des centres-villes, qui est loin des secteurs moyens, diplômés, qui est populaire
qui est vraiment ceux qui galèrent tous les jours. Et aussi, c'est un rejet du nord et du sud du pays. C'est-à-dire dans le nord, où il y a une grave crise de violence due au narcotrafic, il y a une montée très forte de la xénophobie avec la question migratoire. Et dans le sud, tout autour des luttes du peuple mapuche et d'une réaction d'une partie du corps social face à ces luttes-là. Donc, si on veut caricaturer un peu, on pourrait dire ceux qui ont rédigé la Constitution, même sur la gauche, même sur les mouvements sociaux, ils étaient plutôt diplômés des grandes villes avec un certain niveau socio-économique. Et ceux qui ont massivement rejeté la Constitution aujourd'hui, ils viennent d'en bas, ils sont plutôt ruraux, ils ne vivent pas dans la capitale ou ils vivent dans les grandes communes populaires de Santiago. Comment est-ce que ça va se passer du coup pour la gauche, pour Gabriel Boric, pour la future constitution? Quelles sont les perspectives qu'on peut avoir à ce sujet? Disons que oui, là, c'est une défaite majeure, hein. Il faut rappeler que le gouvernement de coalition de Gabriel Boric, il arrive, il fait une victoire électorale présidentielle importante dans le sillage de la crise du néolibéralisme, dans le sillage d'octobre 2019, avec la promesse de cette nouvelle constitution qui devait soutenir et accompagner. Et donc, c'est une défaite personnelle et une défaite gouvernementale très forte. Il y a une discussion actuellement, y compris dans les espaces de la gauche de la Convention constitutionnelle. Je le laisse pour le débat, éventuellement pour y réfléchir, mais si cette constitution ne voulait pas aller trop loin sur un ensemble de sujets très larges, plurinationalité, droits fondamentaux, droits environnementaux, droits féministes, etc., en même temps, et dans le détail. C'était, au lieu d'être une constitution minimaliste, c'était une constitution extrêmement détaillée sur un ensemble de sujets qui aurait pu passer par la loi au lieu de dans la constitution. Donc, ils sont affrontés à des multiples fronts en même temps. Les catholiques, les propriétaires, ceux qui voulaient défendre le système politique, etc. etc. Ouais. Aujourd'hui, dans les états-majors de Gabriel Boric, il y a l'idée de ne pas abandonner le processus constituant, mais le revoir complètement à la baisse. Oui, sans doute se diriger vers quelque chose de plus consensuel. Beaucoup plus consensuel, ce qui est quand même assez dramatique du point de vue des mouvements sociaux, c'est que ce sont les vieux partis qui reprennent le contrôle du processus, alors que c'était ces mêmes partis qui ont été au centre des critiques en octobre 2019 lors de la grande révolte populaire. Et là, le président Boric a bien annoncé que le centre du processus constituant qui continue, sous une autre forme, ça serait le Congrès actuel, donc le Congrès constitué, qui est dominé par la droite au Sénat et au niveau du Parlement, dans lequel il n'y a absolument pas de majorité de la gauche. Donc, ça donne déjà une idée de qui va composer, disons, repenser le processus constituant. On a su aujourd'hui qu'il y aurait de toute façon quand même des élections, de nouveau, mais avec des listes fermées de partis, pas avec des indépendants, pas avec les féministes, les mouvements sociaux comme il y a eu précédemment. Ça serait beaucoup plus petit comme convention. Enfin, en tout cas, c'est la proposition d'une partie des socialistes qui sont avec Boric, une convention peut-être de 100 membres seulement, avec un timing très court. D'ici 6 mois, il faudrait que ça soit mis en place. Et d'ici septembre 2023, pour les 50 ans du coup d'État de 73, l'idée, ça serait d'avoir déjà une proposition constitutionnelle. Donc, ça risque d'aller très vite et ça risque d'être sous la main plutôt des partis traditionnels. Donc, on peut estimer que la force, la potentialité post-néolibérale qu'il y avait dans le texte qui a été proposé dimanche sera beaucoup moins présente, évidemment, dans ce qui va venir désormais. On est sur un revirement de situation quasi total, en fait, en 6 mois de gouvernement Boric, alors qu'en 2019, il y a eu justement ces mobilisations où les mouvements féministes, indigènes, etc. ont été très forts. L'élection de Gabriel Boric qui pouvait laisser plein d'espoir justement pour cette nouvelle constitution, là, on se retrouve presque revenu 10 ans en arrière là, avec ce rejet constitutionnel. En tout cas, c'est un peu là, il y a eu cette sensation. Moi, j'étais dans le commando des mouvements sociaux pour le oui, le soir de l'élection. C'était évidemment un coup de massue. Et certains militantes et militants disaient, mais après ces 3 années de lutte, d'organisation, de pression au sein de la Convention, etc., on a l'impression qu'on est revenu en arrière.
Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, hein, parce qu'il y a des acquis. Il y a un agenda féministe, post-néolibéral, sur l'eau, sur la plurinationalité, sur les droits fondamentaux, sur la sécurité sociale, dans un pays ultra-néolibéral. Cet agenda-là, il était installé, notamment par en bas et par les mouvements et par une partie des conventions des députés constituants. D'accord. Mais là, c'est un recul majeur. Il faut aussi réfléchir à rappeler que cette nouvelle constitution elle a été permise en novembre 2019 suite à une négociation avec la droite, qui a essayé de reprendre la main dès le début, en fait, dans les premiers jours du post-octobre 2019. Ouais. Et donc, ces vieux partis, ils ne veulent surtout pas lâcher le processus. Et entre-temps, il faut dire que le gouvernement Boric, ça a été aussi la militarisation du sud du pays, où il y a eu le conflit mapuche. Il y a la question des prisonniers politiques de la révolte, qui est toujours là, qui fait beaucoup de critiques sur la gauche. Donc voilà, il y a un ensemble de désillusions aussi qui a un peu désarmé la capacité de réagir. Et le dernier élément, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est vrai que ce qui était la force initiale du mouvement, les assemblées territoriales, les cabildos, l'organisation dans les quartiers, elle a beaucoup perdu de potentialité et d'organisation. Donc, c'est aussi ça qu'il va falloir reconstruire pour faire pression et réactiver un agenda vraiment démocratisateur, on va dire, et post-néolibéral. À une échelle régionale et internationale, évidemment, c'est une défaite importante pour le peuple chilien. Et en même temps, ça a des effets à une échelle régionale. Il y avait beaucoup d'espoir mis dans ce qui était la constitution la plus progressiste, la plus avancée de l'Amérique latine. Donc, là aussi, il va falloir réfléchir de manière beaucoup plus fine sur qu'est-ce qui s'est passé. Et j'insiste, pourquoi avant tout les classes populaires, les plus précaires, ceux qui vivent dans ce qu'on appelle les zones de sacrifice au Chili, c'est-à-dire ceux qui sont dans les zones les plus ravagées par le néolibéralisme, c'est là où il y a le plus de votes de rejet sur cette nouvelle constitution. Donc, ils n'ont vraiment pas senti qu'elle était leur et qu'elle allait transformer leur quotidien. Il y a une stratégie politique à travailler pour la gauche boricienne. Très, très clairement, de revenir à la base, de refaire du territorial, dans un pays où il y a plus de syndicalisme de lutte de classe. Donc, c'est vraiment, il faut retisser beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs ce à quoi sont en train de réfléchir tout un tas de mouvements qui ont pris un gros coup sur la tête. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous. Je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi les petits soldats maintenant, c'est ça? La violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc là, t'es vraiment un énorme connard. Un délit homophobe, c'est pas grave. Week-end caniculaire. Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis. Ça me donne envie de gagner encore plus d'argent. Cette entreprise en profite. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. Il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé un politique. Je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Bienvenue sur la nouvelle antenne 24/7 du Média, avec une grande émission en direct, des flash infos et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous. Aidez-nous à construire la chaîne du peuple.